Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour ce dernier échange avant la fin de l'année, avant les fêtes. Et avant de vous souhaiter une joyeuse fête, deux joyeuses fêtes pour cette fin d'année, nous avons l'occasion aujourd'hui de pouvoir avoir un échange particulier, puisqu'avec trois personnes qui représentent parmi toutes nos associations, certaines d'entre elles. Ce que je vous propose sans plus attendre et sans faire plus long, c'est peut-être de vous laisser la parole, je ne sais pas qui veut commencer, avec vos questions. Écoutez, je veux bien commencer. Bonjour Monsieur le maire, donc moi je m'appelle Pierre Violac, je suis bénévole au sein de l'association La Petite Épisole. C'est une épicerie solidaire qui s'est ouverte il y a maintenant environ 1 an à Verneuil, avec l'aide d'ailleurs de la commune. Et ma question, elle tourne autour des actions que mène la municipalité en matière de soutien aux personnes les plus démunies. On est dans le contexte d'une guerre en Ukraine, d'une crise énergétique, d'une recrudescence de l'inflation. Qu'est-ce que la commune de Verneuil fait pour les plus démunis de nos concitoyens ? Déjà, je vais vous remercier puisque vous faites partie de ceux qui, aux côtés de la ville, nous permettent d'adresser ces populations. Évidemment, c'est modestement, mais quand même, ça fait partie des petites actions et il faut plein de petites actions pour résoudre ces sujets. J'ai envie de répondre en 3 temps, peut-être commencer en mettant un peu de côté l'accompagnement que nous faisons avec les associations, parce que c'est vraiment un travail en réseau pour les familles ukrainiennes. À chaque fois, j'aime bien spécifier, il y a à la fois l'accompagnement que nous faisons aux familles ukrainiennes qui sont en exil en France, il y a aussi beaucoup moins, mais quelques Russes qui ont échappé au service militaire de l'autre côté et qui sont également réfugiés dans notre commune. Dans ces 2 cas-là, nous travaillons en réseau, il n'y a pas d'action portée uniquement par la ville, c'est vraiment porté, et je les remercie, par l'association le Secours catholique d'un côté, historiquement, mais aussi l'association qui, depuis des dizaines d'années, travaillait et s'occupait de faire venir les orphelins d'Ukraine à Verneuil, post-Tchernobyl. Ils ont repris le bâton de pèlerin et en l'occurrence, ils ont fait un très beau travail pour à la fois l'hébergement. D'ailleurs, la ville héberge, puisque nous avons un logement d'urgence occupé en ce moment même par une famille ukrainienne. La ville, avec les associations, essaye de trouver des compromis, que ce soit avec les associations, que ce soit avec les écoles, pour le meilleur accueil possible. C'est assez compliqué, puisque de toute manière, c'est une situation compliquée. Ces dernières semaines, malheureusement, nous avons eu des familles ukrainiennes réfugiées à Verneuil qui ont eu des très proches, souvent les hommes d'ailleurs, malheureusement, qui sont au combat, qui sont décédés ces dernières semaines. Donc c'est une situation très compliquée sur le point de vue également psychologique. Et le CCAS, le Centre communal d'action sociale, essaye de faire au mieux pour les accompagner avec les associations. Ensuite, pour ce qui est des personnes les plus vulnérables, il y a différents types d'actions. Il y a les actions traditionnelles menées par le Centre communal d'action sociale, que ce soit les bons alimentaires, que ce soit l'accompagnement du quotidien, que ce soit également quand il s'agit d'insalubrité dans les appartements, une action qui a été renforcée d'ailleurs ces derniers mois pour pouvoir aller visiter ces logements et intervenir le cas échéant auprès des bailleurs ou par recommander auprès directement des propriétaires. C'est quelque chose qui s'est toujours fait, mais évidemment, c'est pas suffisant au regard de la situation d'aujourd'hui. Nous avons conscience que le social va était déjà, mais va devoir être renforcé, puisque à l'heure où les prix du gaz, de l'électricité sont en train d'exploser, nous allons devoir accompagner les familles. Nous venons juste de terminer ce que nous appelons dans le jargon un ABS, une étude sur les besoins sociaux de la ville, et nous avons été extrêmement surpris de ces résultats. Je vous donnerai juste 2 données qui vous permettent d'incarner un petit peu le discours. Nous avons aujourd'hui un quartier, c'est 4 copropriétés, les fameuses briques rouges. Si je prends le taux de pauvreté et que je compare au national, il est supérieur au national. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé sur la ville. C'est la première fois qu'on dépasse les seuils. Deuxième donnée qui est extrêmement importante à avoir en tête, c'est l'explosion cette année du nombre de familles monoparentales qui se sont installées sur la commune et qui sont souvent en difficulté. Donc nous avons des besoins très différents, nous sommes en train de tisser, que ce soit côté jeunesse, côté scolaire, avec évidemment des accompagnements personnalisés auprès du CCAS. Aujourd'hui, nous n'essayons même plus de faire des offres globales en disant si vous avez un besoin, on peut vous donner sur étagère plusieurs choses. On est sur de l'accompagnement vraiment personnalisé avec également d'ailleurs le SAS à Meulan sur les personnes qui ont vraiment des problématiques sociales ou encore différentes, puisque nous avons eu ces derniers mois également des situations vraiment pas nouvelles bien sûr, mais effrayantes de femmes battues, etc. Qui sont accompagnées dans des démarches évidemment personnalisées, pour le coup avec des agences au bureau.
Est-ce que c'est lié au fait qu'on a développé le logement social à Verneuil pour rattraper notre ratio Le logement social à Verneuil, en fait, la spécificité, il n'a pas augmenté en pourcentage, mais historiquement, les personnes qui habitaient nos logements sociaux, qui ne sont pas concentrées exclusivement sur les briques rouges, mais qui globalement sont quand même incarnées par ces bâtiments, étaient habitées par des personnes qui aujourd'hui sont assez âgées. Et il n'y a pas un remplacement de population, mais quand même, à partir du moment où ces populations décèdent, eh bien, il faut que d'autres populations puissent s'y installer pour garder ces équilibres. Pourquoi ? Parce que la ville a refusé de transformer ces logements sociaux en propriété. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de garder nos 25% de logements sociaux. Et du coup, qui sont les populations qui arrivent ? Ce sont souvent des populations qui ne viennent pas de très loin, parce qu'ils aiment bien Verneuil, ils sont de Vernouillet, des Mureaux, de Triel, etc. Et ils sont bien contents de pouvoir accéder à ces appartements qui ont certes parfois des problèmes, notamment je l'évoquais, d'insalubrité, on ne va pas s'en cacher, mais qui quand même sont magnifiques avec des grands espaces verts et puis un cadre de ville qui est sympa. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, le problème c'est que c'est souvent les populations les plus difficiles qui ont dû partir, notamment des Mureaux. D'ailleurs, les élus des Mureaux s'en cachent pas et c'est quelque chose qui se comprend. Quand ils avaient des populations avec des difficultés, eh bien, ils les ont accompagnés pour les reloger ailleurs, notamment dans le cadre du renouvellement urbain. Et c'est dans ce cadre-là où à Verneuil, alors que nous ne sommes pas équipés en service, nous n'avons plus de pôle emploi, nous n'avons pas de mission pour les jeunes, nous n'avons rien pour faire ces accompagnements, que nous nous retrouvons avec des populations que, franchement, nous ne savons plus vraiment assumer et accompagner. C'est pour ça que ces derniers mois, nous avons mis en place des permanences du PIMS pour essayer de faire cet accompagnement social, l'accompagnement également avec l'écrivain public qui est renforcé, la maison de la justice et du droit qui est renforcée, la mission locale qui a fait des permanences et tenu des permanences y compris à la Garenne, et puis bien entendu les associations qui jouent un rôle crucial, l'épicerie solidaire au premier chef, puisque vous avez mis en place des ateliers, notamment cuisine, ça paraît bête, mais en fait c'est vraiment quelque chose qui fonctionne parce que ce sont des besoins du quotidien. Et puis au-delà, soutien scolaire aussi. Soutien scolaire, bien sûr. Et puis vous avez même fait de l'alphabétisation plutôt pour les Ukrainiens de mémoire. Toutes ces petites actions s'empilent et permettent de répondre au mieux aux besoins. Et puis de notre côté, sur ce sujet social, nous travaillons aussi ardemment avec le collège et Notre-Dame pour essayer de tisser des passerelles, puisque les deux directions sont en train de réfléchir ensemble à des programmes d'action qui nous permettraient sur la durée de pouvoir accompagner des familles qui parfois ont des difficultés très spécifiques, là où parfois Notre-Dame a plus de moyens ou Janzay a plus de moyens. C'est pas linéaire d'ailleurs. C'est aussi d'ailleurs valable le cas, pas seulement sur les sujets sociaux, mais de handicap. Nous sommes en train de travailler tous ensemble. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Merci. Non. Jean-François Cassola, bonjour monsieur le maire. Je suis le trésorier de la section tennis de table de l'USV. On est complètement différent dans le discours qui vient d'être fait, en ce sens qu'on parle un petit peu du bien-être de nos adhérents. Nous avons 47 enfants dans la section qui sont très motivés pour jouer. Par contre, on a un souci certainement de température qui viendra un petit peu plus tard, et d'éclairage. C'est-à-dire que l'éclairage demandé par la fédération, c'est entre 900 et 750 lux. On est à peu près 400. Avec des variations, puisqu'on a des ampoules qui crament, et donc on a moins de visibilité sur les tables. Donc le principal sujet, c'est surtout l'éclairage, puisque si on devait passer au LED, on aurait un éclairage plus franc et beaucoup moins onéreux. Donc, je vais vous répondre sur les deux sujets qui sont liés en fait, puisque à travers ces sujets d'équipement, c'est le sujet aussi très actuel de la sobriété. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le budget 2023. C'est toujours à peu près en décembre que nous commençons à regarder ce que nous allons budgéter. Et les arbitrages ne sont pas faits, puisqu'en général, ils sont faits à partir de fin janvier, courant février. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement combien ça coûte, puisque c'est en chiffrage. Je ne peux pas vous dire non plus quand est-ce que ça sera mis exactement en place, parce que le calendrier est en train d'être mis en place. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la rénovation thermique énergétique d'un côté est vraiment au programme, plus que jamais. Ce qui va d'ailleurs devoir être un peu un sacrifice pour les élus, puisque malheureusement, au regard de la situation que nous traversons, et puis des prix et de l'inflation plus que jamais de l'énergie, nous allons devoir revoir à la baisse certaines de nos ambitions sur la construction de nouveaux équipements, ou même de certains de nos projets. Et nous allons devoir prioriser en effet l'entretien et l'amélioration de nos équipements. Donc oui, cette année nous avons déjà eu... Absolument, cette année nous avons fait la toiture à la Garenne.
C'est un très très gros budget et nous avons été très aidés notamment par la région puisque ce sont des enveloppes qui sont très conséquentes, de mémoire plus de 300 000 euros. C'est vraiment, juste pour donner, puisque le chiffre fait peur, mais 300 000 euros, c'est à peu près aussi le prix aussi bien d'une toiture que de la rénovation d'un parc. Donc c'est vraiment énorme en termes de masse budgétaire pour une commune. Et pour ce qui est de la Garenne, nous allons essayer de faire deux choses. D'abord, traiter ce sujet de rénovation thermique, énergétique, isolation, puisque c'est le même sujet que l'on a pu adresser aux personnes qui habitent dans les briques rouges. C'est que la brique, ce sont des passoires thermiques. Du coup, c'est très compliqué de chauffer et on est en difficulté, en plus financière en ce moment. Donc ça, c'est un premier sujet que nous allons devoir aborder. Alors, je ne sais pas si ce sera pour 2023, je préfère être honnête, on est en train de cadrer. Puis de l'autre côté, il y a la question des lumières. C'est vrai que c'était un peu dommage, alors qu'on a la toiture toute neuve, de ne pas avoir les lumières qui ont été mises en place. Mais ça ne rentrait pas dans les enveloppes l'année dernière, donc nous allons essayer de les faire entrer dans les mois suivants. D'accord. On parle d'isolation pour les deux salles ou une salle seulement? C'est-à-dire que seule la salle Alain Cuisinier est vraiment une passoire thermique. L'autre est plus récente. Alors oui, mais globalement, nous sommes en train de faire des études globales sur tous nos bâtiments. C'est pas qu'on repart de zéro, mais globalement, il va falloir prioriser. Et il va falloir également voir ce qu'on peut faire vite ou pas vite, au-delà même de la question financière. Aujourd'hui, dans les passoires thermiques, il y a les écoles, les crèches, les accueils de loisirs, les équipements sportifs. La toiture de la Garenne a été refaite l'année dernière. Nous allons essayer de faire dès 2023 au moins une toiture supplémentaire. Peut-être Coubertin, nous sommes en train de regarder. Il y a des grosses problématiques à Coubertin, notamment parce qu'il y a des fuites d'eau qui abîment le plancher qui est relativement neuf. Mais sur la question de la rénovation thermique énergétique, c'est pas simple. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour ce qui est de la Garenne, ça nous paraît très compliqué d'avancer avant 2024, puisque nous n'attendons que pour fin 2023 l'étude préopérationnelle sur les parties habitées des briques rouges. Autrement dit, nous n'allons pas, si pour les habitations, les architectes des bâtiments de France nous obligent par exemple à garder la brique, nous allons être obligés de faire la même chose pour nos écoles et nos gymnases. Et auquel cas, ce n'est pas les mêmes montants et ce n'est pas les mêmes matériaux que nous allons devoir pouvoir utiliser. Donc ça, ce sont des sujets malheureusement que nous allons pouvoir lancer en études. Donc les architectes vont commencer à regarder les différents matériaux, ce qui est possible, pas possible en 2023, mais je crains que nous n'ayons pas le temps simplement en 2023 de pouvoir passer vraiment à la partie isolation qui souvent ne peut se faire qu'en plus que par l'extérieur sur ce type de bâtiment. Donc malheureusement c'est un peu compliqué, je ne veux pas le nier, et l'incidence qui se retrouve sur tous les gymnases et sur toutes nos infrastructures, c'est que malheureusement nous avons des problématiques de chauffage. Nous ne pouvons pas chauffer comme avant, et nous sommes dans un équilibre compliqué entre la température légale et puis la capacité de nos chaufferies. Donc, et la réalité des bâtis, bien sûr. La conséquence, c'est quoi ? C'est que nous avons aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de respecter ces températures légales, mais nous constatons que parfois nous sommes en dessous. Donc nous sommes en train de faire le maximum avec les prestataires pour essayer de tenir les températures légales. Très bien. Et d'ailleurs, j'en profite, c'est pas valable que pour les infrastructures sportives, bien sûr, c'est aussi valable pour toutes les infrastructures municipales. J'ai eu des alertes, par exemple, sur l'église, où typiquement nous ne chauffions pas parce que nous avons essayé de limiter au maximum les endroits où nous chauffons, mais évidemment nous sommes obligés de chauffer au minimum quand même, d'autant plus que si on ne chauffe pas, il y avait une panne en l'espèce, il y a tout de suite des incidences avec l'humidité qui peut abîmer. Donc l'idée c'est vraiment de respecter. C'est pas facile, parfois on a des alertes et on fait au mieux, mais n'hésitez pas de toute manière à nous alerter s'il y a des difficultés sur chauffage, lumière, parce qu'on sait que c'est compliqué pour les associations. Et l'objectif n'est pas de pénaliser les associations, mais au contraire de leur apporter le meilleur service, mais avec les moyens qu'on a. Et parfois, malheureusement, c'est un peu limité, surtout à l'heure. En 2023, non seulement nous allons avoir une inflation des prix, électricité, gaz, etc., mais en plus, côté mairie, nous allons tenir notre promesse de ne pas augmenter les impôts. Nous allons malheureusement devoir sans doute retravailler complètement nos grilles tarifaires pour ce qui est restauration, pour ce qui est service à la population. Mais comme nous l'avons déjà commencé cette année, avec notamment l'école de musique, où on a vu que finalement ça marchait plutôt bien, parce que c'est pas de l'augmentation, c'est plus une refonte. Et puis de l'autre côté, par contre, vraiment la partie fiscalité, pour nous c'est important de ne pas l'augmenter, parce que justement nous avons ces problématiques sociales fortes à Verneuil, des populations qui vont payer des impôts, qui ont vu déjà ces dernières années une augmentation constante, et qui ne souhaitent pas, évidemment, que cela continue tout au long du mandat, et surtout à une période des plus compliquées, socialement et financièrement. Une question qui est indépendante. Les Clairières, on manque crucialement de pistes cyclables.
Je suis bien d'accord. C'est-à-dire qu'entre le carrefour qui est entre les deux ronds-points, les Mureaux, Verneuil, à partir de la forêt, on a un tronçon piste cyclable et ensuite il y a un endroit qui est abandonné. Et bien, il n'y a pas de continuité. Vous me tendez une perche que je saisis. Nous avons lancé la semaine dernière jusqu'au 31 janvier. Vous pouvez retrouver soit sur le site internet de la mairie, soit sans doute sur les réseaux sociaux, soit à l'entrée de la mairie aux accueils municipaux. Nous lançons une consultation pour prendre un petit peu vos avis sur les besoins, les objectifs, les idées tout simplement de requalification du grand boulevard André Malraux, à savoir ce qu'on appelle la route départementale RD 154 qui d'ailleurs est juste derrière nous, puisque nous sommes à Delapierre. Toutes ces idées, on est très preneurs parce qu'en fait nous n'avons pas la compétence en tant que mairie pour faire de telles pistes cyclables, mais par contre nous allons lister tous ces besoins et ensuite les envoyer au département qui a la mission de sécuriser, d'adapter, de modifier ou de requalifier, ce qui est notre demande, mais nous ne souhaitons pas requalifier seuls avec juste nos petites idées, nous souhaitons vraiment agglomérer les idées, les manques, les besoins, pour être sûr de ne pas se tromper. Nous avons déjà pu échanger avec les commerçants, nous avons déjà échangé avec des riverains, mais toutes ces idées, après tout, puisque nous sommes tous utilisateurs de ce boulevard, ça peut être les vôtres, donc vraiment n'hésitez pas à nous faire part de ces retours, et à la limite même à dessiner sur les feuilles les endroits où il peut manquer des pistes cyclables ou des petites idées. Parfois, comme des pistes cyclables, on aura tous la même idée, le même retour, et ça sera peut-être simple. Et parfois, vous aurez peut-être aussi des idées ou des choses que vous avez vues de la signalétique ou des choses qui manquent que vous pouvez signaler dans cette consultation. D'accord. Voilà. Bonjour, monsieur le maire, merci de m'inviter. Donc, je me présente, Stéphanie Nebretiziani, présidente du VAC Basket. Ma question est la suivante, pour un peu rebondir sur le plan de la sobriété énergétique. Quelles vont être les conséquences, où sont les conséquences pour les associations sportives qui pratiquent dans les infrastructures de la ville de Verneuil? Fermeture, pas fermeture ou d'autres choses? Alors, fermeture, il n'y en aura qu'une sur les infrastructures sportives, c'est celle de la piscine qui a été décidée par GPSEO sur les vacances de Noël. Nous sommes en train d'étudier également une fermeture d'infrastructures culturelles, probablement au mois de janvier, l'espace Maurice Béjart, puisque nous avons une dizaine de jours sans spectacle et où, en malheureusement fermant certaines séances de cinéma, nous pourrions économiser beaucoup d'énergie puisque c'est une infrastructure très énergivore. Par contre, pour le reste des infrastructures, nous avons fait le choix de ne rien fermer. Pourquoi ? Parce que nous considérons qu'après 2 années Covid, et même si la 9e vague malheureusement arrive, il serait bon de favoriser les associations et donc de ne pas fermer aucune infrastructure. Donc non, il n'y aura pas de fermeture de notre côté. Par contre, nous avons une problématique à laquelle vous êtes visiblement tous confrontés, qui est celle du chauffage. Nous avons cette difficulté de notre côté, nous essayons de rester sur ces températures légales, mais le constat c'est que nos chaufferies sont malheureusement un petit peu à la rade ces dernières semaines. Nous sommes en train de faire intervenir les prestataires. Je sais typiquement que ce soit sur les douches à Ponce ou également sur les terrains de foot, que ce soit sur l'intérieur des gymnases, que ce soit à Coubertin, à Ponce, à la Garenne, nous avons des difficultés. Ce n'est pas des choses qui sont nouvelles, mais qui sont renforcées puisque les prestataires ont du mal à intervenir, du fait en plus de la situation qui est sur tous les territoires avec ces inflations. Cela dit, ça doit être réglé le plus vite possible. Nous travaillons au mieux. Ce n'est pas chose aisée et n'hésitez pas à nous faire remonter les difficultés rencontrées pour que nous puissions intervenir. Alors, c'est facile à dire, c'est très désagréable lorsque les associations sont devant le fait accompli, voire parfois avec des arbitres, voire parfois avec des clubs qui viennent d'autres communes et que l'infrastructure n'est pas au top. Et je m'en excuse vraiment puisque c'est une situation qui est malheureuse, mais on va faire au mieux pour que dans les prochaines semaines cela soit réglé et qu'on puisse jouer dans des températures qui soient adaptées. D'autant plus que ce qui est valable pour les associations sportives est valable aussi pour les autres personnes qui utilisent ces infrastructures. Je pense notamment aux écoles, aux collèges qui font face à des températures aujourd'hui qui ne sont plus réglementaires pour certains sports. Nous sommes donc en train d'essayer de faire le nécessaire pour que ces services, ces activités puissent reprendre. Mais malheureusement, nous allons avoir quelques semaines de décalage et nous espérons pouvoir jouer sur les vacances de Noël pour apporter le meilleur confort dès la rentrée 2023. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'avais une autre question un peu en rapport avec l'écologie. Vous aviez dans votre programme le projet d'une ferme pédagogique permaculturelle. Où en êtes-vous de ce projet? Est-ce qu'il a des chances de voir le jour un jour lors de ce mandat ou pas? Alors un jour, en rapport aussi avec la réglementation qui va changer, je crois, sur
récupération des déchets. Oui, moi c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Maintenant, après le calendrier, je ne sais pas. Nous devons faire des choix en ce moment, rénovation, création. Donc je ne veux pas m'avancer, mais par contre, depuis 2 ans, nous avons fait un certain nombre de pas qui me paraissent intéressants sur ce projet. La première chose, c'est que nous avons des délégations d'élus qui ont été faire le tour de fermes urbaines et de permaculture, d'aquaponie, etc. sur le territoire et même un petit peu au-delà, pour essayer de s'inspirer des bonnes méthodes et de ne pas se tromper, parce que en fait, il ne s'agira pas juste, le cas échéant, de culture, mais aussi d'espaces pouvant recevoir, par exemple, des jeunes pour faire de la formation, de l'éducation, et donc il faut qu'on puisse évaluer les besoins de construction, les besoins de fonctionnement, autrement dit d'employés, ou d'associations, ou de volontaires, ou de bénévoles. Autrement dit, c'est vraiment tout ce travail qui est en train de se structurer avec un objectif à mi-mandat, donc ça arrive vite, ça veut dire dans 6 mois, d'avoir une idée un peu grosso modo du budget que cela nécessiterait, et puis aussi d'endroits où on pourrait le faire. Parce que ça peut paraître idiot, mais nous avons aujourd'hui ce travail de voir où est-ce qu'on pourrait le faire. Ça peut paraître évident, mais en fait ça ne suffit pas de pointer un terrain, il faut s'assurer que le terrain est adapté en termes de sol, en termes d'alentour. Nous ne pouvons pas, par exemple, a priori, créer une ferme urbaine à proximité immédiate de la forêt, pour des raisons qui m'auraient échappé il y a encore 2 ans, mais qui maintenant s'expliquent pour des questions de faune, de flore, etc. Oui, d'accord, donc la localisation à la piscine, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué ça. Voilà. Donc nous sommes en train de regarder les différents terrains possibles. Mais ça reste en tout cas un projet qui me tient à cœur et j'espère qu'on arrivera à le faire aboutir le plus vite possible. Entendu. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'en ai une dernière. Le terrain 3-3 commence à sortir de terre. Donc je voulais savoir comment la mairie de Verneuil envisageait la cohabitation club de basket et habitants, accessibilité et organisation. Oui, j'ai bon espoir que le terrain de 3x3 soit ouvert dès les premiers beaux jours. En tout cas, il a bien avancé. L'objectif, ça va être en fait de répliquer plus ou moins ce qui se fait au terrain Régis, ce qui me semble être la solution la plus simple, à savoir la possibilité pour tous les habitants qui souhaitent l'utiliser de pouvoir en bénéficier lorsqu'il n'y a pas de cours qui sera donné par le VAC Basket, puisque c'est d'abord une infrastructure qui a été pensée avec le VAC et qui a vraiment pour objectif de servir la nouvelle équipe que vous êtes d'ailleurs en train de monter. Et de repositionner vraiment Verneuil d'ailleurs sur l'excellence basket, ce qu'on est déjà, mais toujours mieux. Et du coup de trouver quand même un arrangement pour que ça ne soit pas une infrastructure complètement privatisée et qu'elle puisse rester ouverte, tout comme l'est par exemple le street basket. Cet équilibre il marche plutôt pas trop mal au Stade Régis des retours que je peux avoir. J'espère qu'on aura le même équilibre sur ce terrain. C'est vraiment un objectif de cohabitation, association et grand public. Très bien. Merci en tout cas à vous 3, nous n'allons pas forcément faire plus long. En tout cas, merci à la fois à vous, mais aussi à ceux que vous représentez, à savoir les bénévoles, les volontaires, les éducateurs, les enseignants, et j'en oublie sans doute et je m'en excuse par avance. En tout cas, merci encore, joyeuses fêtes, joyeux Noël, et on se retrouvera au plus tard, après les fêtes, après le réveillon, en janvier 2023. Merci beaucoup. Merci.